Quand j'ai visité le musée des Beaux-Arts, il n'y en avait qu'un seul pratiquement qui me plaisait, quoi. C'était une scène en fait d'une famille qui était en train de pique-niquer sur un champ. Il avait vraiment une connotation gaie, de joie de vivre, de gens en fait qui étaient heureux d'être ensemble. Et puis on voyait vraiment l'intégralité d'une famille, de la grand-mère aux petits-enfants, quoi, en fait. Ça m'a, comment dire, permis de voir que j'étais capable d'écrire, quoi, surtout, quoi, parce que c'est assez gratifiant, quoi, quand même, quand on a écrit un texte et puis qu'après il soit dans un livret, donc que tout le monde peut lire. Par exemple, toutes les personnes qui ont le même livret peuvent lire mon texte et tout ça. Et je trouve que c'est assez gratifiant. Le musée des Beaux-Arts de Nancy a pour caractéristique de faire partie de ces musées créés à la fin de la Révolution et qui ont pour objet, d'une part, bien sûr, la délectation, mais d'autre part, et ça c'est très important, dès l'origine, l'enseignement. Je considère vraiment que le musée a une mission sociale. C'est à la base, nous ne conservons pas des collections pour les conserver, ça n'aurait aucun sens. Nous conservons des collections parce que c'est un patrimoine qui donne du sens et qui permet un certain lien social. Il est important d'accompagner les gens, de leur expliquer comment les œuvres sont rentrées, c'est aussi intéressant, ça fait partie de notre culture, cette histoire des collections, et puis petit à petit de découvrir toutes les richesses d'un ou de plusieurs tableaux sur un thème donné. On s'intéresse parfois à ce qui est écrit sur les tableaux. Toute visite approfondie avec un accompagnement dans notre musée fait partie de cette lutte contre l'illettrisme. Quand on comprend les choses, alors à ce moment-là, on peut aussi les lire, on peut aussi les dire et on peut les écrire. L'action prendre la plume, hier et aujourd'hui, prendre son envol, visait à rapprocher des personnes très différentes, de par leur situation sociale, leur situation personnelle, globale, les rapprocher dans un même souci, dans un même désir, s'approprier, se réapproprier le français, en vue de communiquer. La chance du musée, c'est d'offrir des images qui sont précisément le support d'un langage, d'une expression sans contrainte, sans tabou, sans prérequis, sans besoin qu'il soit besoin de savoir le nom de l'artiste ou la date de l'œuvre d'art. Chacun est en capacité de s'exprimer, d'exprimer d'abord ce qu'il voit avec ses yeux, avec les yeux du cœur, et puis petit à petit de comprendre que de même que le langage articulé est complexe, il y a une syntaxe du vocabulaire pour donner sens et communiquer. De même, un tableau comporte une syntaxe, une composition. La méthode consiste, avec des personnes en apprentissage de la langue, en réapprentissage, réappropriation, à faire en sorte que du tableau au mot, ce soit le même jeu, ce soit les mêmes enjeux. Lire, exprimer, comprendre, partager. Cette expérience, c'était donc travailler l'écriture à partir des visites du musée, des visites du musée Lorrain, des visites de la bibliothèque municipale. Le thème, c'était prendre la plume, hier et aujourd'hui, prendre son envol. Il y a eu cette découverte des mots. Moi, j'ai donné une liste de mots et de définitions pour qu'on puisse ensuite écrire avec ces mots pour que l'écriture s'enrichisse. Qu'est-ce qu'un patrimoine pour les personnes en situation d'apprentissage de la langue? Au départ, pas grand-chose. Mais petit à petit, les personnes avec des tableaux, des œuvres d'art qui sont pour elles des coups de cœur ou d'autres des coups de gueule, permettez, s'approprient ce lieu en se sentant proches des œuvres et réalisent que ces œuvres parlent d'elles-mêmes. Nous sommes en contact et nous avons connaissance sur le département de tous les lieux, toutes les formes de réapprentissage, parce qu'il n'y a pas une forme unique de réapprentissage. Il y a des personnes qui sont dans des organismes de formation, des personnes qui sont plus dans des structures de proximité, centres sociaux, associations caritatives. Donc par la connaissance qu'on a de toutes les réponses existantes et des lieux où se trouvent ces personnes,
on peut relayer les propositions que font les lieux culturels. Que les personnes s'aperçoivent que dans ce lieu, elles comprennent. Elles voient, elles comprennent, elles sont à même d'apprécier, d'avoir un jugement, comme tout le monde. Et donc ça, c'est très très important. Et donc la barrière, j'ai des difficultés avec les savoirs de base, tombe, mais je peux accéder, je peux comprendre, je peux lire un tableau. Et ça, le travail que mènent les animateurs du musée avec les personnes pour leur faire découvrir cela est très très précieux. Ça aide pour l'apprentissage, mais ça aide pour beaucoup d'autres choses. Ça aide aussi vis-à-vis de soi-même. Être reconnu, avoir pu accéder à des belles choses, avoir été dans un lieu, dans un beau lieu, valorisant. Alors bien sûr, dans un processus de redynamisation sociale, en lien avec des ateliers de lutte contre l'illettrisme, de reconversion ou stratégie socio-professionnelle, l'inclusion du passage au musée, c'est comme un détour. On n'est pas en ligne droite. Ce qu'apporte le musée n'est pas immédiatement transférable dans un CV en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle. Mais vous le savez, que souvent, le détour, particulièrement le détour culturel, ce peut être la ligne la plus directe pour arriver à une fin, à commencer par la restructuration de la personne. D'abord, c'est tout le problème du temps, des moyens, des compétences qui sont consacrés à la culture, et la lutte contre l'illettrisme étant une composante de cette politique culturelle. La ville de Nancy, aujourd'hui, globalement, toutes disciplines confondues, consacre près de 20% de son budget à la culture. Donc, lutter contre l'illettrisme, c'est d'abord être conscient de l'importance et de la gravité de la situation. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans un autre registre, au niveau national, je me suis réjoui de cet accord signé entre l'agence et le CNFPT, parce que la formation des personnels territoriaux est très importante. Et il y a dans la fonction publique territoriale des femmes et des hommes qui relèvent de cette situation désagréable et pour laquelle il faut apporter des réponses. Réponses pour les fonctionnaires, mais réponses aussi pour les habitants. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, les publics plus âgés ou les publics qui sont assignés à résidence hospitalière ou carcérale, par exemple. Donc on est obligé d'être attentif à la diversité de ces publics. Et à ce moment-là, de faire jouer aux politiques publiques institutionnelles un rôle d'ouverture, de débat, d'accueil. Par exemple, lorsque la grande médiathèque de la ville, il y a plus de 10 ans, j'ai décidé qu'elle serait ouverte le dimanche après-midi au public. C'est un gros effort des fonctionnaires, de l'encadrement de la bibliothèque, mais c'est aussi pour les familles, notamment les familles modestes, un lieu d'accueil, de diversité culturelle, de temps passé partagé en famille à se cultiver. Et la lecture publique, par exemple, la politique de lecture publique dans les quartiers ou dans la médiathèque sont aussi des éléments tout à fait forts d'animation et de soutien et d'accueil. Et chaque fois que c'est possible, les parents, les enfants, parce que l'illettrisme, il peut toucher aussi bien toutes les strates d'une famille. Donc il n'y a plus aujourd'hui pour moi de politique culturelle qui ne comporte un volet d'ouverture, d'éveil, de partage, de formation et notamment en direction des publics les plus fragiles.